Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, sur votre plateforme Docteur Dis-moi tout. Partout au Congo, les récits de nos mères, grands-mères, sages, voisins nous accompagnent. Mais comment plutôt faire la part des choses entre vérité scientifique et croyance? Dans cette capsule, mythe ou réalité, nous questionnons les mythes avec respect et clarté. Je suis Dr Nogaël Ongania Ikobo, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan. Et je ne suis pas seule. Je suis la sage-femme Damil Kingengi de la clinique Netcare. Et bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau notre très chère mamie Coco, que nous avons eu le plaisir de partager une émission très spéciale sur la parole des anciens. Aujourd'hui, elle revient dans Mythe ou Réalité, où nous allons aborder un peu tout ce qui concerne les mythes en rapport avec la préparation à la naissance. Bonsoir encore, mamie Coco. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Certainement que la sage Damil a quelque chose à vous dire et donc je lui laisse la parole. Bonsoir maman. Bonsoir. Bon, nous sommes sur le sujet des mythes et des réalités parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et lors de l'émission précédente, il y a eu beaucoup d'éclaircissements sur certaines choses. Mais on était un peu resté sur notre soif. Et donc, on va continuer un peu dans ce sens-là, mais sous la forme de nous faire comprendre si réellement c'est vrai ou c'est des peurs qu'on impose en fait chez les femmes. Donc, en ce qui concerne les interdits, dans le manger, dans ce qu'il ne faut pas toucher, dans ce qu'il ne faut pas regarder, est-ce que ces idées-là, c'était des idées, c'est des mythes où réellement vous avez expérimenté ça et vous avez constaté que c'était réellement ça? Ben, normalement, dites, nous ne les avons pas expérimentés. Mais quelque part, on croit que c'est vrai. Parce qu'il y a des moments où on rencontre aussi. On est sur le fait accompli. Voilà. D'accord. Mais quand, par exemple, sur certains animaux, on a entendu dire qu'il y a des animaux qui influencent la forme du bébé. C'est-à-dire que si une femme enceinte regarde un animal qui a une certaine forme, elle peut faire un bébé qui a à peu près cette forme. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Ah, c'est pas une réalité. C'est un mythe. C'est un mythe. D'accord. C'est bon à savoir, hein, parce que franchement, on a entendu tellement de choses. Non. D'accord. Non. Ok. Et sur le point médical, docteur, est-ce que il y a un éclairage là-dessus? Il y a aucun rapport entre le fait de voir un animal et d'avoir un enfant qui ressemble. Ça n'a aucun rapport en fait. Donc c'est-à-dire que moi j'ai des chiens à la maison, j'ai des bergers allemands et je suis enceinte, je vais accoucher un enfant qui ressemble à un berger allemand. Ça n'a aucun sens, c'est tiré par les cheveux. Donc en gros pour moi ce mythe, ça n'a aucune valeur. Donc c'est basé en fait on influence un peu la conscience, je pense, de la femme. Exactement. Parce qu'après, elle développe une certaine peur, elle développe surtout, voilà. Une psychose et tout. Ce que moi, je sais, c'est que en médecine, on interdit quand même à la femme, docteur, je pense que vous le savez, on interdit un peu à la femme, par exemple, le chat, on sait que la toxoplasmose, voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça peut ressembler. Ça peut donner non. En fait, quand on parle de ressemblance, moi je vois vraiment la forme et tout. C'est pas possible. Okay. Mais si l'animal, peu importe lequel, s'il est porteur d'une certaine maladie, ça peut être dangereux pour la maman qui porte le bébé dans son ventre, en fait. Ça peut être dangereux, d'accord? Mais si c'est juste par rapport à la femme, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et mamie, également, on va revenir un peu sur un mythe que moi j'ai entendu, on parle du lait et des œufs. Est-ce qu'on dit que le lait et les œufs sont néfastes pendant la grossesse? Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai?
Je dirais pas faux, je dirais pas oui. Pourquoi? D'abord, à l'ancien, il n'y avait pas de lait. D'accord. Nous sommes d'accord? Ok. Pour les œufs, oui, on a entendu parler. Et il y en a, des fois, on a vu que c'était ça. Mais c'était quelque chose de... en passant, tu peux prendre un œuf ou deux, mais continuellement, ça pouvait arriver. Voilà. De se retrouver De se retrouver avec un enfant chauve. Un enfant chauve en rapport avec les œufs. Oui. Ok. Et moi j'ai envie de savoir, est-ce que le fait de se retrouver avec un enfant chauve, ça dérangeait un peu l'entourage? Oui, ça dérangeait l'entourage parce que je vois un enfant qui n'a pas de cheveux, alors que sa maman en a, son papa en a. Mais les cheveux, ça pousse. Mais non? est-ce que Mais des fois, ça va pousser? mais ça va pousser, mais ça va faire du temps pour pousser. Mais pas forcément, mamie. Quand l'effet des œufs va passer dans le corps, les cheveux vont pousser. Pas forcément. Moi, ma petite nièce, elle est née sans cheveux. Mon frère, déjà, il est né sans cheveux. Ma petite nièce est née sans cheveux. Mais c'est pas parce que sa maman ne mangeait... Bon, je pense pas qu'elle mangeait autant d'œufs tous les jours. Mais aujourd'hui, elle a à peine quelques mois, mais elle a une tignasse sur sa tête. On se demande même d'où est sorti tous ses cheveux. Ce qu'il a mangé. Après. On dirait ça. Alors, du point de vue, par contre, scientifique, par rapport à ça, on dit que ça n'a aucune valeur, sauf en cas d'allergie. D'accord? Lorsqu'il y a une allergie à un produit laitier, par exemple, d'accord, dans ces conditions-là, on préfère que la maman ne consomme pas un produit laitier ou bien à cause de l'œuf. Elle peut avoir développé une allergie et dans ces conditions-là, c'est préférable qu'elle ne consomme pas. Mais s'il n'y a pas d'allergie, s'il n'y a pas un problème patent, il n'y a pas de raison à ce qu'on la prive de lait ou d'œufs. C'est vrai qu'aussi, manger des œufs tous les jours, bon, même si j'aime à cause des hormones, au bout d'un moment, j'en dégoûte quand même. Hein. Donc, par contre, le lait contient beaucoup de calcium et ça apporte, c'est toujours bien pour la grossesse, pour le bébé, pour les os du bébé qui vont se former. Les œufs, ça contient beaucoup de protéines. C'est important, justement, cet apport-là est important pour la maman. Mais je ne veux pas lui dire à cause des cheveux. Enfin, après, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, même si mon enfant naît chauve aujourd'hui, je m'en fous. Je sais que j'ai beaucoup de cheveux. Mon mari aujourd'hui, il est chauve, mais il est né avec beaucoup de cheveux, lui également. Mes autres enfants ont beaucoup de cheveux. Donc, ça finira par venir. Et les cheveux vont finir par partir aussi un jour. Dans le contexte où Mamie Colette nous parle, c'est le contexte où on était dans une, on va pas dire cour commune, mais c'était comme un village, tout le monde était là. Et le voisinage était présent. Et avoir son enfant. Donc, du coup, voir son enfant, tout le monde parlait. Celui-là, il n'a pas de cheveux. Ça dérangeait un peu. Mais maintenant, chacun vit sa vie. Bah oui. Et mamie, en ce qui concerne la forme du ventre, à ce qui paraît, la forme du ventre de la femme peut présager le sexe du bébé. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu parler de ça, effectivement. Qu'en voyant la forme du ventre, on dit que ce ventre est pointu, ça peut être un garçon. Le ventre est rond, arrondi. Il est trop rond, c'est une fille. Bon. Est-ce que c'est vrai? Moi, personnellement, je dirais que c'est pas vrai, c'est difficile. C'est difficile, difficile. Mais, quelque part, on dit, quand la femme est enceinte et qu'il y a une petite fille qui colle à cette femme-là, elle va avoir un garçon. D'accord. Et quand c'est un garçon qui colle, elle va avoir une fille. Il y avait beaucoup de théories. Hein. Et dans votre cas, comment on a su que c'était, je sais pas, l'aîné c'est un garçon ou une fille? Comment on a su que c'était un... Mais l'expérience de maman. L'expérience. Ah, la fille, elle collait toujours la maman, là, elle a eu ça. Et ça se répète. Voilà. Automatiquement, tout le monde dit que quand dit la même chose. Ça, au moins, je peux le rassurer. D'accord. Donc, c'était pas dans, en fait, c'était pas dans la forme du ventre. Mais c'était dans les attitudes tout autour de la femme enceinte. Mais si c'est pour la forme, en tout cas, c'est difficile quand même. Ça, je sais que moi, j'ai vécu un peu cette histoire-là en vrai, parce que lors de ma première grossesse, j'avais un ventre arrondi. Et j'avais une amie qui était enceinte, elle aussi, et son ventre était plutôt pointu. Et donc, déjà, dans l'entourage, tout le monde disait,
elle attend un garçon, elle attend une fille. Et quand on a fait les échographies, effectivement, l'autre attendait un garçon et moi, j'attendais une fille. Donc, du coup, quelque part, j'avoue, sans me rendre compte, hein, cette histoire-là, j'ai commencé à me dire, ah, c'est possible, c'est vrai que c'est possible que quand on a un ventre un peu pointu, c'est un garçon et quand c'est arrondi, c'est une fille. Mais, sur la scientifique que je suis, disons, laissons l'échographie faire les choses. Voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Et maman, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, des femmes qui rêvent, par exemple, elles rêvent de l'eau. Donc, lorsqu'elle rêve de l'eau, ou bien elle se lave, ou en tout cas, dans son rêve, il y a de l'eau, il y a une rivière, il y a un fleuve. Et souvent, les mamans disaient que c'est que bientôt elle va accoucher. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non, j'ai jamais entendu ça, mais plutôt qu'une femme qui était enceinte, qui rêvait beaucoup d'eau, beaucoup de... On disait souvent qu'elle allait avoir des jumeaux. Quand elle rêve de l'eau. De l'eau. Ça, c'est avant qu'elle ne tombe enceinte. Ou bien pendant qu'elle est enceinte. Même pendant la grossesse. Même pendant la grossesse. Si elle rêve de l'eau, c'est qu'elle se lave dans l'eau, des trucs comme ça, c'est qu'elle peut avoir ou des jumeaux, ou un enfant, comme nous on dit toujours, hein. Il y a un signe là, voilà, comme ça. Voilà. Ou un mongol, un truc comme ça. Ah, voilà. Ça, un enfant carrément mongol et tout ça. Des fois. Ouais, ben. Des fois, oui. Ouais, ben. D'accord. Ça reste... Là, oui. Là. Par contre, j'ai envie de revenir sur cette histoire de Singnalaka, là. L'histoire de cordon, là. Est-ce que c'est vrai que quand on a un enfant, quand on fait son premier, ou parmi ses enfants, on a un qui naît avec un cordon, ça veut dire que ceux qui viennent là, c'est fort probable que tu es mangoudi quelque part. Donc, quelque part, tu es prédisposé à avoir des jumeaux. C'est ce qu'on dit. C'est un mythe aussi, ce qu'on dit. C'est aussi un mythe. Par exemple, chez nous, moi, papa a eu 4 fois des jumeaux. Après moi, Madame Docteur Kenge, jumelles, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Des jumeaux. Oui, des jumelles, des jumelles. Et à la fin, maman a eu des faux jumeaux, un garçon et une fille. Et elle s'est arrêtée là. Wow. À ce point, nous sommes 13. Mais est-ce que après maman vous a dit si elle rêvait souvent de l'eau ou tout ça? Non, maman ne parle pas. Maman ne nous a pas dit ça. Et est-ce que parmi vous, il y a eu un qui est né avec un circulaire du cordon? Ça, non. Dans ce temps-là aussi, c'est pas évident. Si, il y en avait. Il y en avait. Et chez nous, on les appelle Zing. D'accord. Zinga. Parce qu'il y a le cordon qui est passé. Voilà. Il y en avait. Mais déjà, si ce que je reconnais chez nous, on a eu une jumelle, celle qui m'a suivie, après les Sylvie. Celle-là, elle était venue, elle n'avait pas le même placenta. Parce qu'elle est venue dans une coquille. Wow. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Oui, donc un accouchement à la reine. Voilà, elle était comme ça. Tout était en bloc, en fait. Voilà. Et à l'accouchement, une maman, elle a étalé avec du charbon. Avec du charbon? Oui, du charbon. Elle a étalé comme ça. Après, il est sorti, l'enfant a crié. J'ai déjà vu ça. C'est magnifique, ça. C'est très beau. Moi, par contre, ça, j'ai vu ça en césarienne. C'est-à-dire, vraiment, au moment de la césarienne, on ne perce pas la poche, on pousse et ça sort vraiment à la reine, où tout sort. Le bébé dans sa poche, avec le placenta, tout sort en bloc, en fait. Moi, j'ai vu pour un accouchement voix basse. Mais accouchement voix basse, je n'ai pas encore vu. Non, c'est très beau, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est très rare. Hein? C'est très rare quand même. Mais du coup, si déjà, sur le plan traditionnel, c'est un mythe, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité médicalement parlant. Il n'y a pas de... oui. Oui. Maintenant, maman, travailler trop, est-ce que ça nuisait au développement du fœtus? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'une maman enceinte, elle pouvait se mettre à travailler? Parce qu'il y a eu une émission qu'on a faite, vous nous avez dit que jusqu'à la fin, la femme pouvait aller au champ. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui dérangeait le bébé? Est-ce que c'est un mythe? Parce qu'on a entendu parler de ça, que si une maman travaille trop, ça nuit au développement du bébé.
Ça ne nuit pas au développement du bébé. Là, je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce que quand tu es enceinte, nos mamans nous demandent de travailler, de nous réveiller tôt. Tôt. Oui. Le matin, tu dois te réveiller tôt, tu dois travailler, tu ne dois pas dormir, ça fatigue l'enfant, et toi, ça te fatigue, et voilà, et voilà, et voilà. Comment ça, je ne dois pas dormir? Vous te reposez? Tu ne dois pas te reposer. Tu te reposes, mais pas longtemps. Des fois, on voit nos filles maintenant, ils dorment jusqu'à 11h et elles sont au lit. Chez vous, il ne faut pas dormir. Ah non, pas jusqu'à 11h quand même. Mais c'est là, donc en ce temps-là, il n'y avait pas de col ouvert, il n'y avait pas de... Est-ce que nous, on savait l'école ouverte? Est-ce que nous, on savait l'école ouverte? Parce que qui vous a dit ça? Il peut avoir des raisons. Cerclage. Non, ils ne connaissaient pas le cerclage, ils vont mettre le fil là comment? Comment tu connais le cerclage? Comment tu vas mettre? Mais si j'ai mal et que chaque fois, je sens des douleurs, des pertes qui on deviennent... peut demander à la personne de se reposer, de rien faire. Moi, j'ai déjà signé des arrêts de travail comme ça. Quand c'est comme ça, tu te reposes, c'est vrai. Mais tu dois travailler. Tu dois travailler. Bon, il faut diminuer les arrêts de travail. Pour que l'enfant soit fort. Pour que toi-même aussi, le jour de l'accouchement, tu ne sois pas faible. Il faut travailler. Il faut travailler. Bon, après, je comprends aussi, comme ils n'avaient pas beaucoup de moyens aussi pour pouvoir savoir anticiper certaines choses, aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on peut savoir à l'avance que ça, c'est une grossesse qui menace. Parce que c'est là, non. Et quand ça menace, justement, nous, en tant que médecins, on prend des dispositions pour la maintenir au repos. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de signer un arrêt de travail, même soulever le seau, elle n'en a pas le droit, jusqu'à, ça dépend en fait. Si c'est un cercle, là, je peux dire, bon, moi je me rappelle, ma petite soeur, on l'a bloquée à la maison depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on ne savait pas ça. Et même quand la jeune fille et tout ce qu'on savait, quand la jeune fille se plaignait, il y a des moments... Mais déjà, je pense, pour anticiper un peu la réponse, je pense qu'avec les petites décoctions qu'elle prenait tous les jours. Oui, je pense ça. Il y avait d'autres qui agissaient comme des antispasmodiques. Et des fois qu'on faisait des bouteilles, des corses. Ouais. On te prépare. Il y avait d'autres. Depuis Souka, par exemple, au début de la grossesse, la maman, elle n'arrive pas à voir son mari, par exemple. Oui, elle sent que le mari la dérange, l'odeur et tout. Tout et tout. On demande au mari le matin, à 4h, 5h, d'aller à la rivière, puiser l'eau dans une bouteille. Et l'eau, il la puise en haut et en bas. Il remplit la bouteille. Et chaque matin, quand il se réveille, il devait jeter cette eau-là à la figure de sa femme. Et après, tout allait bien. Tout allait bien. Ça, je l'ai vu. La femme pouvait maintenant ressentir son mari. Vous l'avez vécu? Oui. Et c'est vrai? C'est vrai. Bon, mais comme on n'a pas de rivière en ville, on fait comment? Mais on n'a pas de rivière en ville. Non, mais peut-être qu'il y a une autre façon de remplacer la rivière. Là, je ne connais pas. Mais parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Exactement, qui ne supportent pas la vue de leur mari au nom des hormones. Qu'est-ce que vous conseillez au temps actuel maintenant? Maintenant, on fait pas comment? De médicaments c'est ce que j'ai connu. Ce que je peux vous dire. Mais si je ne connais pas, je fais quoi? Nous, on n'a pas de médicaments pour ça. C'est elle qui va te dire, je ne tolère pas ça, c'est vrai. L'odeur de mon mari dès qu'il gare la voiture, dès que je sais que c'est lui qui arrive. C'est fini. Je suis irritée, je ne le tolère pas, je ne le supporte pas. Wow. Bon, si avant vous avez des solutions d'eau de rivière le matin au visage, bon, nous, à l'heure, 7h, nous, on fait parce comment? Que là, on n'a pas de médicaments, on fait comment? Ben, c'est ça. Parce qu'il faut le faire tous les jours. Donc, le du matin. coup, on ne peut pas t'envoyer une bouteille pour le village. Non, mais tu vas pas, la bouteille, tu la prends une fois. Et chaque matin, tu prends un peu d'eau, tu jettes sur ta femme. Donc, il va au village. Mais mamie, quand tu as dit il prend en haut, il prend en bas, c'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, la rivière vient comme ça. Ok. Tu prends la bouteille, tu fais ça. Tu remplis pas. Non, la moitié. Tu prends une partie. Voilà. Ensuite, tu vas vers le haut. Après, tu vas maintenant vers le haut et le bas. Ok. Voilà. Tu fais ça et tu fais ça. D'accord. Donc, dans les deux sens. Parce que l'eau était différente. Non, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Mais ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Donc, du coup... ça marche. Donc, ce qu'il faut retenir là, sur cette question, c'est que trop travailler de façon traditionnelle ne nuit pas à l'enfant. Non. Docteur, mais de façon... Ne nuit pas à l'enfant. Sur le point de vue médical, vous parlez des repos. Déjà, mettons-nous d'accord sur un point. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Là-dessus, je pense que mamie est d'accord avec moi. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Non. C'est un état physiologique normal. Voilà. Qui va entraîner beaucoup de modifications de nos habitudes et tout.
Donc, normalement, ça ne devrait pas changer radicalement mon autre train de vie. D'accord? Maintenant, après, chacun de nous gère la grossesse de façon différente. C'est vrai. Et chaque grossesse vient avec ses caprices de façon Très bien. différente. L'idéal serait, moi je dirais plutôt, l'idéal, c'est de ne pas encourager la paresse. Voilà. Ce n'est pas encourager la paresse. Et je pense que c'est dans cette optique-là que mamie parle de travailler. C'était pour éviter d'encourager la paresse au nom de la grossesse. Voilà. Mais non, aujourd'hui, à l'ère actuelle, et la scientifique que je suis, je dirais, au vu de certains problèmes, bien sûr, qui peuvent arriver au cours de la grossesse, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, quand nous, médecins, nous soyons tentés de dire, pour cette grossesse-là, il y a trop de risques, il y a trop de menaces, il faut qu'on signe un arrêt de travail, il faut qu'on mette la femme au repos. Moi, j'ai vu des femmes, elles sont tellement hyperactives que le fait même de les mettre au repos, elles ne supportent pas. Elles sont tellement hyperactives, elles travaillent tout le temps, que quand tu dis repos, elle te dit, mais vous m'avez puni. Je ne sais pas m'asseoir à la maison sans rien faire. Je vais toujours trouver quelque chose à faire. C'est son mari qui a dit, docteur, vous avez dit arrête de travailler, mais la go aussi, comme maintenant elle part appeler au boulot là, c'est elle qui a décidé de faire le ménage dans la maison. Il y a des personnes comme ça. Mais il y a d'autres, par contre, esprit de paresse. Elle en profite. Elle en profite, c'est-à-dire, elle va même ramener certaines choses qui vont vous dire, vous allez examiner, mais je ne trouve rien de ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Mais parce qu'elle est en train de se plaindre, vous êtes obligé de prendre sa plainte au sérieux. D'accord? Après, il faut faire la balance des choses. Mais, j'insiste, la grossesse, c'est un état physiologique normal qui vient avec certaines modifications. Et ce n'est pas parce qu'on est enceinte que l'on pense que l'on devient malade. Non, pas du tout. Voilà ce qui est bien dit. Sur l'affaire d'attacher le ventre, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Le fait d'attacher le ventre dès que la femme a accouché, d'autres le font une semaine après, d'autres le font 2 semaines après, attacher le ventre pour redonner la forme. Est-ce que c'est un mythe ou bien c'est vraiment prouvé traditionnellement? Personnellement, c'est vraiment prouvé. C'est prouvé, hein? Moi, on me l'a attaché. Mais est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas pris beaucoup de poids? Parce que si aujourd'hui on attache le ventre et que au fil des années je gagne peut-être 25 kilos, j'aurai un gros ventre. C'est vrai. Est-ce que j'aurai un petit ventre même si j'avais attaché? Vous n'aurez pas un petit ventre. Donc finalement. Mais c'est quand même moyen. C'est quand même un moyen. Par rapport à ceux qui n'attachent pas. Parce que nous, on n'avait pas de césarienne. Quand on arrivait à ce moment-là, la maman mourait ou l'enfant mourait. Wow. On n'avait pas de césarienne. Donc, quand il y avait une complication, la maman mourait. Oui, bien sûr. Condamnée. Hein. La maman mourait, l'enfant mourait. Ou c'est l'enfant, c'est la maman qui mourait. Il y en avait. Parce que nous, on n'avait pas de césarienne. C'est pourquoi on attachait le ventre. Bien, merci maman. Et est-ce que dans le... Bon, on ne va pas dire dans le temps, sinon on va... J'ai tellement aimé l'émission passée que j'ai encore la nostalgie. On est sur les mythes et réalités. Est-ce qu'il y avait des tisanes qu'on donnait à une femme avant l'accouchement? Est-ce que c'est un mythe en fait ou bien c'est quelque chose de vrai? Parce qu'on a eu vent de ça. Oui, mais avant, je ne crois pas. Moi, je parle d'abord de moi, avant de parler des autres. Parce que je n'ai jamais eu de tisane avant l'accouchement. Mais après l'accouchement, et les accouchements que j'ai assistés, c'est souvent quand il y a un problème, quand l'enfant ne vient pas vite. Par exemple, la maman est là, ça fait 2 jours, 3 jours. En ce moment-là, il y a des mamans qui savent des tisanes et qui viennent donner des feuilles, qui viennent donner comment. Et après, l'enfant sort. Voilà. Voilà. Mais avant, non. Après, c'est surtout pendant l'accouchement. C'est surtout quand il y a un problème, que quelqu'un peut aider. Alors, elle vient dire non, faites ceci, faites cela. Donc, il y a des feuilles comme ça qui existent en Afrique. Il y en a. Il y a des feuilles, il y a des poudres. Oui. Donc, c'est une réalité. Oui, il y en a. C'est une réalité. Et chez nous, au Congo, c'est souvent les bembés. Ouais. Ah, celles-là, elles sont fortes dans ça.
Mais j'ai vu une femme, la petite anecdote, j'ai vu une femme une fois dans le bloc d'accouchement qui, effectivement, on est arrivé à dilatation complète, mais en tout cas, ce bébé ne sortait pas. Ce bébé, il y avait vraiment un défaut d'engagement pas possible. Et on a fait rentrer la maman. Effectivement, elle était de cette ethnie-là. La maman a dit, mais la maman a parlé. D'abord, on a fait rentrer le monsieur. Le monsieur a parlé. Le bébé n'est pas sorti. Après, la maman vient. La maman dit, bon, laissez-moi le temps, je vais prendre les feuilles. Elle est allée, elle a pris les feuilles, elle est venue, elle a pressé l'eau là, elle a mis dans la bouche de la fille. Mais curieusement, le bébé n'était pas sorti. Wow. On avait fait quand même la césarienne. Ouais, il y avait vraiment un défaut d'engagement avec beau sérosangine. Mais j'ai entendu parler de ça. Effectivement, c'est des réalités. Hein. C'est pas... Par contre, il y a un mythe que je veux vérifier. C'est que il y avait une sage-femme qui m'avait dit que elle, dans le temps, quand elle avait les contractions, quand elle accouchait ce jour-là, elle vivait tellement loin qu'on prenait une pierre qu'on mettait sur le pied pour lui permettre d'arriver à la maternité. Oui. D'accord. Et tant qu'on n'enlève pas cette pierre-là, le bébé ne sort pas. Et la pierre, on l'attachait dans un pagne ou bien comment on faisait? Ça dépendait de la personne. Moi, ce que je sache, la pierre, on la mettait là. D'accord. Avec le pan, tu attaches le pan, tu prends la pierre, tu enroules là. Tu enroules là. Et puis tu vas à la maternité. Dès que tu arrives à la porte, tu enlèves la pierre. La pierre. Voilà. Et puis le bébé sort. Il n'y avait pas des gens qu'on avait mis des pierres qui avaient accouché en route. Ah non, je n'ai jamais vu ça. Ok. D'accord. La pierre, oui. C'est vrai. Ah ça, eh ben, ok. Alors, il y a ce mythe-là, on dit que le bébé doit boire une tisane pour dormir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous donniez des tisanes au bébé? Non, pas pour dormir. Pas pour dormir, mais on vous donnait quand même? Nous donnons le matin. Pour faire quoi? Dans quel but? Quand le bébé est né, une semaine, 2 semaines après, on donnait souvent les maboumoulous que je vous ai dit la fois passée. C'est ce maboumoulou-là, où soit vous lavez, vous écrasez, mettez dans l'eau, vous donnez à l'enfant, pour que l'enfant sorte toute la saleté. D'accord. Donc l'alimentation maternelle, là. Les coliques, là. Pour les coliques, là. Pour les coliques. Et puis, en fait, ce que l'enfant a mangé par le cordon. Voilà. Ça doit sortir. Voilà, ça, d'accord. Mais si c'est pour dormir, on le berce. D'accord. Tu chantes. Il y avait des chants spéciaux ou bien? Ça dépendait de la maman, de la berceuse. Ça dépendait. D'accord. Bon, moi, je suis médecin. Hein. Les pédiatres vont me taper. Pourquoi? Eux, ils ne donnent rien. Ils ne donnent pas les tisanes aux bébés. D'accord? Ils ne donnent pas les tisanes aux bébés. Mais maintenant, surtout le problème avec les pédiatres, bon, ce n'est pas un problème, mais les pédiatres ne veulent pas parce que nous, les mamans, maintenant, on ne maîtrise pas aussi les doses. Ouais. Et des fois, après, on exagère. Après, ça va créer d'autres problèmes. Exactement. Moi, je vais vous raconter une histoire, que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Ma petite fille, elle a eu un bébé. Et j'ai assisté, je n'ai pas assisté à la naissance parce que je ne voulais pas. Sa mère a assisté à la naissance, chez vous, à la clinique Océan. Parce que j'avais peur d'amener à assister à un problème d'urine et tout ça. On l'a amenée à la clinique Océan. Elle a eu son bébé. Quand j'ai regardé le bébé, parce que quand le bébé naît, une fille, on doit aussi regarder son sexe. D'accord. J'ai dit, l'enfant là a un problème. J'ai dit, bon, j'attends. Nous avons attendu. Et c'est sa maman qui va découvrir. Mais tu as vu, j'ai dit quoi? J'ai dit, je ne voulais pas te le dire. Maintenant que tu as découvert, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, chez le pédiatre qui la suivait. Oh non, il faut attendre un peu, ça va passer. D'accord. Oh non, ça va. Comme elle fait pipi, c'est bon. Voilà là. J'ai dit non, quelque chose qui ne marche pas. On a essayé de chercher. On va l'amener, on va l'opérer. La mère s'est mise à pleurer. On va opérer ma petite. J'ai dit arrête-toi de pleurer. On va chercher, on va voir quelqu'un qui va faire ça. On va soigner l'enfant. On va soigner l'enfant. Et effectivement, on a vu. C'est pour la première fois que je vois ça. Nous sommes allés, à mon âge, je vous dis, nous sommes allés
La maman a regardé l'enfant. Elle a pris l'escargot. L'escargot, petit comme ça. Petit. Et elle a perforé l'enfant avec ça. Le bout de l'escargot, elle a piqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a piqué sur l'escargot, sur le bébé. L'escargot sur le bébé, sur le sexe, parce que le sexe était fermé. Ah, le sexe était fermé. Donc elle a pris l'escargot et elle a piqué sur le sexe de l'enfant. Sur le sexe de l'enfant, en bas. Ils sont partis à la maison. L'enfant a pleuré un peu, on l'a mené. Le lendemain, nous sommes repartis. Elle a dit c'est ouvert. Le sexe est ouvert. On l'a pas opéré. Donc il y avait comme une petite obstruction qui était là. Wow. Voilà. D'accord. En fait, bon, encore eux, ils ont vu ça tôt. Il y a des personnes chez qui on entend parler voilà, exactement. un peu plus tard, un peu plus tard, après, il faut opérer. Et puis, ça complique. Ouais. Vous voyez. Donc, du coup... Bon, là, il y a des mamans qui savaient faire des choses. Aimaient bien. Il y en a d'autres, non. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, il faut savoir faire la part. Après, on va dire la médecine traditionnelle aussi, ça part. Hein. Il y a une richesse derrière, mais c'est juste que... comme on a dit, tantôt, il y a des débordements. Tantôt, il y a des choses qu'on fait avec excès de zèle. Voilà. Et qui va emmener d'autres complications. Effectivement. Que nous, en tant que médecins modernes, aujourd'hui, qu'on ne tolère pas ou on n'accepte pas du tout. Mais franchement, s'il y avait des moyens de pouvoir perpétuer ces choses et pouvoir trouver le juste milieu entre médecine traditionnelle et médecine moderne, de façon à ce que tous on puisse travailler main de la main, je pense que les choses iraient de façon beaucoup mieux en fait. Ok. Alors, moi j'ai un autre mythe ici, on dit il ne faut pas sortir le bébé après le coucher du soleil, mamie. Ben, c'est ce que je vous dis. Parce que les gens avaient peur. Tout simplement. Faites attention à l'enfant. Si tu le sors la nuit, l'enfant va pleurer dans la route, et ci et ça. Mais des fois, il y avait des obligations. On t'appelle, maman est morte, tu vas faire quoi? Tu mets l'enfant au dos, tu le mets là, tu t'en vas avec. C'était seulement pour essayer de canoniser la maman, qu'elle s'occupe bien de son enfant. Moi, personnellement, je crois que c'était ça. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Effectivement, c'était la peur, surtout la peur. Mais maintenant, cette histoire, comme quoi on ne sort pas le bébé. Bon, c'est vrai que dans la parole des anciens, mamie nous a fait comprendre que garder les enfants dans les maisons pendant jusqu'à au moins 6 mois par là, ou en train de pouponner le bébé et tout. Bon, aujourd'hui, on dit, l'enfant, tu viens de naître ton enfant, tu as porté ta grossesse, l'enfant est né, vous étiez à l'hôpital, vous êtes sorti de l'hôpital. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Hein. Vous êtes sorti de l'hôpital, elle est rentrée dans la voiture. Donc, sortie de l'hôpital, sortie de la chambre. Oui. Vous êtes sorti de tous les couloirs de l'hôpital. Vous êtes allé jusqu'au parking. Vous êtes rentré dans la voiture. Vous êtes baladé l'enfant dans la ville. Vous êtes arrivé chez vous. Et puis, on vous dit, l'enfant ne sort pas dehors. Mais attends, il était déjà dehors. C'est ça, l'enfant était déjà dehors. Effectivement. Je comprends pas, en fait. L'enfant ne sort pas dehors, il faut attendre 3 mois. Nani, on dit quoi de cette théorie? Est-ce qu'il faut attendre 3 mois pour faire sortir l'enfant dehors? L'enfant qui était déjà dehors, pour moi. Parce que même quand vous allez à l'hôpital, à la pesée, qui va aller rencontrer le pédiatre, il est déjà dehors. Bon, on fait comment? La question que je vais vous poser, est-ce que de nos jours, ça se passe encore? Il y a des gens qui sont encore ancrés dans cette histoire-là. Ils sont ancrés. Et moi, personnellement, je vous dirais non. Parce que dans le temps, l'enfant naissait dans la maison. Et il restait dans la maison. Il ne sortait pas. Mais du moment que maintenant l'enfant sort, ça servirait à quoi? De garder 3 mois dans la maison. Des fois, il y a la chaleur. Oui, mais avec nos chaleurs aujourd'hui. Je ne suis pas trop d'avis. Parce que moi, je me dis, est-ce que ce ne serait pas peut-être pour éviter les courants d'air aussi? Oui, justement, en fait. Il peut y avoir des courants d'air. Imaginez, par exemple, en cette saison sèche, il fait beaucoup froid. L'enfant est à la maison, au chaud et tout ça. Quel est l'intérêt de le sortir? C'est ça. On ne va pas faire cela de façon formelle. Lorsqu'il y a lieu de sortir, on peut sortir, aller à l'hôpital quand ça s'impose. Oui. Mais le mieux serait quand même que l'enfant soit à la maison. Moi, j'ai accouché en saison sèche. Une fois, j'ai accouché en saison sèche. Mais ça me plaisait bien d'avoir l'enfant à la maison. Donc, du coup, je l'ai sorti parce que
il fallait reprendre le service. Donc, du coup, il fallait... mais sinon, tout le temps où j'étais à la maison, je ne voyais pas l'intérêt de le sortir. Donc, il peut arriver, c'est vrai, mais c'est parce que les gens veulent un peu... faire ça de façon formelle, à la dure, voilà. Sinon, en fait, moi, si j'en parle, c'est juste plutôt par rapport à la dure, en fait, parce que moi, je me dis que justement, on me dit, il sort pas, mais il est déjà sorti. Il est sorti. Il va à la peser, il va à l'hôpital. Donc, en fait, il est déjà sorti. C'est clair que, il sortira pas comme, je dirais, comme mon époux, par exemple, qui est parti acheter des trucs tout le temps, où il va aller à l'épicerie, il va prendre l'enfant aller se balader à l'épicerie. Non, c'est clair que non. Mais, pour certaines occasions, je peux me retrouver à mettre, mais le tout, c'est de bien couvrir son enfant. Voilà, c'est ça. C'est de bien couvrir son enfant. Et mamie, on disait aussi qu'une femme qui est en colère, qui est énervée, produisait le mauvais lait. Est-ce que c'est vrai? Alors là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Parce que je ne vois pas. En fait, c'était pour canaliser juste. Et puis même en colère, il ne fallait pas allaiter son enfant quand on est fâché, quelque chose comme ça. Le lait changeait de goût. Le lait changeait de goût. Bon, moi, je n'ai jamais goûté le lait du goût du lait. Le lait là? En tout cas, là, non. Je ne sais pas. Sinon, le bébé va souffrir ou bien l'enfant va ressentir ce que tu... Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant va ressentir. Mais il ressent aussi. Allaiter ou pas allaiter, il ressent. Là, je suis d'accord. Parce que quand vous êtes fâché, vous avez un problème, quand vous faites donner l'enfant, même quand vous allaitez l'enfant, il y a des moments où l'enfant refuse. L'enfant refuse, oui, il sent les émotions. Là, de ce côté-là, d'accord. De ce côté-là, d'accord. Mais si le lait est mauvais, non. Comment le lait va changer? Mais ce que l'enfant ressent, les émotions de la maman. Oui. Okay. Là, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je ne sais pas si la sage Dami a encore d'autres mythes. Oui, j'ai d'autres mythes. Une grand-mère doit souffler sur l'enfant pour lui transmettre sa force. Ah bon? Et j'ai envie de dire aussi un mythe que je dirais pas que c'est un mythe parce que vous n'avez pas encore répondu, mais quand l'enfant fait le hockey, on souffle sur la tête là pour arrêter le hockey. Et une grand-mère, quand l'enfant vient, bon, je vois ça dans le sens comme une bénédiction, hein, transmettre la force. La grand-mère doit souffler sur la tête de l'enfant. Quand l'enfant est bébé? Quand l'enfant est bébé, quand l'enfant est né. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous l'avez vécu aussi? Moi, ce que je dirais, c'est ceci. Quand l'enfant naît, il y a des parents, soit maman ou soit grand-père. Normalement, c'est toujours quelqu'un de grand. De proche, de très proche. Par exemple, nous sommes assis comme ça à trois. L'enfant est là et il prend l'enfant pour te le donner. Il fait ça une fois, deux fois et te le lance. Et toi, tu le récupères. Le lancer, même si je fais... Non, l'enfant ne tombera pas. Moi, je l'ai fait, il n'est pas tombé, toi aussi. Et ça, c'est pourquoi? Dis-toi que c'est pour bénir l'enfant, que l'enfant ait la force, que l'enfant... Voilà. Oui, vraiment. Et pour souffler, je dirais que quand on baigne l'enfant, le bébé, quand tu le laves, tu as fini de laver, on n'avait pas de serviette. Il n'y avait rien. On faisait comment? Mais l'enfant, des fois, l'eau peut rentrer dans les oreilles. Oui, on souffle, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je souffle. Les narines. Ça, d'accord. Wow. Donc, c'était peut-être déformé par la suite. Ça, c'est bon. On n'avait pas de serviette. Tu vas essuyer ton enfant comment? Tu le lèves, tu le sors de sa cuvette, ou dans l'eau, ou dans la rivière, et tu souffles. Tu enlèves l'eau qui peut rentrer dans les narines. Tu souffles, les oreilles pareil. D'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Ok. Mais maintenant, mettre des écorces là, les têtes des animaux dans l'eau pour que l'enfant soit fort. Cette histoire, ou laver l'enfant avec les os de certains animaux. Cette histoire, c'est souvent les hommes, les papas. Le papa, si c'est un homme, si c'est un garçon, il ramène les, je sais pas quoi là, il vient, moi je fais que mon enfant soit fort, comme cet animal, voilà. Ou un buffle. Voilà, il prend cet os là, il met dans l'eau, ou il perce l'os là, il perce, il fait ça, il prend un filet et on attache l'enfant.
Autour de la taille. Autour de la taille. Et l'enfant, il devient comme ça. Après, il devient un bagarreur. Voilà. Il devient bagarreur, effectivement. Ça devient bagarreur. Voilà. Il n'est plus doux, il n'est plus respectueux, il devient casus-clé. Ça, c'est vrai. Oui. Et ça marchait aussi. Ça marche. Ces enfants-là étaient vraiment comme les animaux en question. Des bandits. Des bandits. Ah, ça. Ok, je pense que je n'ai plus de questions parce que la question des vêtements, je pense que les enfants étaient habillés de façon assez simple, assez aérienne. Les vêtements, il n'y en avait pas. Hein. Bon, ça, c'est l'ancien, mais maintenant, là, il y en a beaucoup. Mais il y a une chose que je déplore. C'est les couches à jeter. Les couches à jeter. Vous n'aimez pas les couches à jeter? Non, on ne mettait pas les couches à jeter. Vous ne mettiez pas les couches à jeter? Les pagnes. Les vieux pagnes. Les vieux pagnes en plus. Même pas un nouveau pagne. Non. Mais tu vas voir le nouveau pagne. Toi-même, tu avais seulement 3 pagnes. Et le pagne avec lequel tu te couvrais, c'est le même pagne que tu couvrais ton enfant avec toi comme ça. C'est pas assez bon. Voilà. Si c'était pas bon. Non, mais tu as accouché. Le mari, tu lui as donné un enfant. Il ne peut pas t'acheter un nouveau pagne. On n'en avait pas. C'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais au moins, les couches sont tissus. Les couches, qu'on ne les jette pas n'importe où. Ah, d'accord. Donc, c'est pour préserver surtout. Mais nous, par exemple, quand on a couché, à la maison, il n'y avait pas de ciment. Il y avait un petit trou. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai vécu ça aussi. C'est de là où on jetait. Mais là, c'est dans la rue, on jette les... Mais dans la rue. Tout le monde passe, regarde. Des selles du bébé. De ton bébé à toi. Et tu passes par là, tu regardes. C'est moi qui ai jeté la couche d'ailleurs. Ça me fait mal. Ça a une portée spirituelle, en fait. Ça a une portée spirituelle et on se dit... Et quelle couche? Couche à jeter. Les couches qu'on vend au marché, c'est vrai, c'est bien. On n'a pas beaucoup d'argent pour acheter des biens. Mais choisis. On nous amène des couches qui ne sont pas couvertes, qui sont comme ça, et on met à l'enfant. Au détail, le contact de la peau de l'enfant sur la couche là. Oui, c'est pourquoi il y a beaucoup d'irritation. C'est pas du coton. Il y a beaucoup d'irritation, exactement. Et l'enfant, oh moi, ce sont vos couches là, les poutas qui font. C'est ça. C'est ça. Oh, les hémorroïdes. En fait, donc, en gros, il faut encourager les mamans à revenir aux couches en tissu, en fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. À revenir aux couches en tissu. Et j'avoue que beaucoup n'utilisent plus les couches. Tu avais au moins 3 couches, 4 couches, 6 couches. Tu les laves. Tu prends tes couches, quand tu es à la maison, tu prends ton tissu. Mais nous, les garnitures, on prenait les tissus. Nous, on avait pris les tissus comme garniture. Il n'y avait pas d'infection. Il n'y avait pas d'infection. Jusqu'au moment où on a eu les garnitures européennes. Et tout ça. Hein, maman? D'accord. Ça, vraiment, ça me fait mal. Quand je vois ça dans la rue, je vois traîner ça comme ça, ça me fait mal. J'ai vraiment un pincement de cœur. En tout cas, c'est une occasion de le dire aux jeunes mamans. Les jeunes mamans, faites attention à vos enfants. Un enfant qui porte la couche du matin au soir, la même couche. Merci de préciser. Elle est pleine. Elle est gouline là, et l'enfant est au dos. Te voilà, non. S'il n'y a pas la couche, prends bac qui t'aide quand moyengue. C'est mouillé, tu l'attaches dans un. Il y a beaucoup de sachets maintenant là. Quand tu as un sachet le soir, quand tu vas, tu laves. Tu repasses. C'est ça. On a l'avantage même du faire. Voilà. Ok, maman. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, alors. Avant de chuter sur la partie des mythes et de réalité de s'intéresser au postpartum, j'aimerais juste qu'on précise une chose, c'est que, chers amis, que les croyances autour de la maternité sont comme des histoires tissées, d'accord, au fil du temps. Et certains protègent, d'autres inquiètent, c'est vrai, mais beaucoup rassurent aussi. Donc aujourd'hui, nous avons vu qu'une intuition et information, il est possible de faire le tri sans blesser. Donc, devant une intuition ou une information, on peut choisir, bien sûr, de prendre ce qui est bon. Mamie a dit beaucoup de choses. Donc, tout ce qu'elle a dit, je pense qu'il y a des trucs qui méritent que l'on prenne en considération. D'accord? Mais au-delà de ça, il faut savoir que la science, elle vient pas effacer la tradition. Non, du tout. Elle vient pas effacer les traditions. Elle peut éclairer, d'accord? Et adapter et les rendre beaucoup plus sûres, en fait.
Voilà pourquoi aujourd'hui, à la lumière de chaque mythe, on essaie de voir un peu qu'est-ce que dit la science par rapport à cela. Et quand on écoute avec respect, on peut construire un pont entre les générations, entre les savoirs, les anciens et aussi les connaissances médicales. Alors, chers amis, je vous dis merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous dans cette capsule Mythe ou réalité de Docteur Dis-moi tout. À bientôt, bien sûr, pour un nouvel épisode.